Dans quelques semaines, je fêterai mes 4 ans. Et ma naissance s'est matérialisée par une question grandement existentielle à laquelle je n'ai toujours pas de réponse formelle. Qu'est-ce qui explique que sur 2 personnes vivant un événement difficile, une va le vivre de manière traumatique, alors que l'autre en fera quelque chose de beau, voire exceptionnel? Comment expliquer que Nelson Mandela, ayant passé 27 années de sa vie en prison, en ressorte non pas avec l'envie de détruire ceux lui ayant infligé ça, mais avec l'idée de rassembler autour de sa cause? Comment expliquer que Boris Cyrulnik, qui a vu sa famille se faire tuer et massacrer alors qu'il n'était qu'un enfant pendant la guerre, a dédié sa vie au concept de résilience? Et comment expliquer que Paul Fontaine, qui vit avec une maladie qu'on appelle la mucoviscidose et 50% de capacité respiratoire, décide de courir des marathons, de gravir des sommets à 6000 mètres d'altitude, alors que ses médecins lui prédisent que c'est impossible? Ces questions-là me fascinent tant, parce que quand je regarde ma vie, sincèrement, rien ne me prédestinait à devenir ce que je suis aujourd'hui. Rien ne me prédestinait à faire de grandes études. Rien ne me prédestinait à devenir directeur général d'une entreprise à seulement 26 ans. Rien ne me prédestinait à créer et diriger une entreprise de coaching. Et encore moins de choses me prédestinaient à prendre la parole devant des dizaines de personnes comme je le fais aujourd'hui. En fait, il y a 10 ans, il n'y a pas beaucoup de choses que je me serais cru capable de faire. Parce qu'il y a 10 ans, les conseillers et les profs n'auraient pas misé un seul euro sur moi. Les appréciations sur le bulletin, c'était plus des trucs du genre « Dorian a encore passé son année à bavarder et l'a complètement gâché ». Ou des trucs un peu plus virulents, comme en terminale lorsque mon prof principal va m'écrire sur le bulletin la chose suivante. Au vu des notes et du comportement de Dorian, il va être difficile de l'orienter l'année prochaine. Paradoxal quand on connaît la suite. Il y a 10 ans, j'étais également tellement mal à l'aise à l'idée de parler devant une seule personne que j'étais incapable de parler sans mettre la main devant la bouche. Et ça s'explique par une chose très simple que vous voyez derrière moi. C'est une malformation de la mâchoire qui faisait que peu importe l'appareil d'orthodontie que je portais, j'avais les dents décalées. Donc vous aurez bien compris qu'à cette période, j'étais plus proche de faire une affiche des Dents de la Mer que faire une affiche de James Bond. D'ailleurs, j'ai une anecdote à vous raconter là-dessus. Il y a 10 ans, j'obtiens un rencard avec une nana. Alors il faut savoir que déjà il y a 10 ans, obtenir un rencard avec une nana, c'est un événement en soi. Et pendant ce rencard, je vais réussir une double performance assez exceptionnelle. La première chose que je vais arriver à faire, c'est de ne pas arriver à décrocher 2 phrases sans devenir aussi rouge que le tapis que vous voyez ici. Et la deuxième chose que je vais faire, c'est de recevoir le message suivant juste après le rencard. Donc la fille va m'écrire « Je pense qu'on ne se reverra pas. Je ne compte pas fréquenter un mec qui passe plus de temps à mater la serveuse qu'à me regarder moi. » En fait, là, vous êtes en train de vous dire « Le mec est irrespectueux lors des rencarts », sauf que pas du tout. En fait, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que j'étais tellement complexé, j'étais tellement mal à l'aise à l'idée qu'elle me regarde de face, qu'elle me voit sourire, qu'à chaque fois qu'elle me regardait, je détournais le regard. Et donc, elle s'est dit quoi? Le mec mate la serveuse. Sauf qu'en fait, pas du tout. Donc ça, c'était le type de performance que j'étais capable de réaliser il y a 10 ans par manque de confiance. Et à cette période, je me demandais sincèrement si un jour, j'arriverais à être confiant. Donc suite à ça, tous ces événements vont un peu me saouler. Et donc du coup, je vais commencer à reprendre ma vie en main, je vais reprendre les études, je vais me mettre au sport et je vais subir une opération de la mâchoire qui va faire que je vais avoir un beau sourire. Mais en fait, je vais m'apercevoir d'un truc, c'est que malgré le fait que je me mette à entreprendre des choses,
malgré le fait que je commence à me sentir mieux dans ma peau, eh bien, il me manque toujours quelque chose. Et ce petit quelque chose, je vais comprendre ce que c'est le 28 juin 2018. J'ai introduit cette conférence en vous disant que dans quelques semaines, je fêterai mes 4 ans. Et en fait, c'est parce que le 28 juin 2018, je vais avoir le plus gros chamboulement de toute ma vie. Ce jour-là, je suis en train de naviguer sur Internet et je vais avoir la chance de tomber sur une interview assez dingue. Dans cette interview, le mec qui fait l'interview fait le tour du monde en posant la question suivante aux gens. C'est quoi le bonheur pour vous? C'est une question qui paraît très simple mais qui est à la fois très complexe. Pendant l'interview dont je vous parle, la personne qui répond va mettre 1h30 pour répondre à cette question. Je vais mettre à peu près 3h30 à la regarder et je vais énormément pleurer et je crois que je vais avoir la plus grosse prise de conscience de toute ma vie. Parce que lors de cette interview, la personne va mettre des mots sur 20 ans de ma vie. À la suite de cet événement, je vais avoir une énergie de dingue. À ce moment-là, on est en juin 2018 et ce qui va se passer, c'est que je suis en train de rentrer dans une école de commerce pour faire mon master en alternance. Donc, il faut savoir que faire un master en alternance, ce n'est pas chose simple de trouver une entreprise. Moi, pendant mon master, je vais changer 2 fois d'entreprise parce que j'ai besoin de donner du sens à ce que je fais. Pendant les vacances que j'ai, à côté de mes cours, je vais passer toutes mes vacances à aller me former à ce qui me passionne depuis toujours, à la psychologie humaine, c'est-à-dire à la préparation mentale, au coaching professionnel, à la programmation neurolinguistique. Le but, comprendre comment ça marche là-haut. À la suite de mes études, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais devenir directeur général d'une entreprise à seulement 26 ans. Je vais créer ma boîte et je vais faire un autre truc qui va impacter ma vie. C'est que je vais aller rencontrer et interviewer des personnalités publiques avec le but de comprendre comment ils ont pu en arriver là malgré les difficultés. Et lors de ce pèlerinage de 4 ans, de quasiment 4 ans, je vais faire 3 apprentissages majeurs. Le premier apprentissage que je vais faire, c'est que la colère est un super pouvoir. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en psychologie, on sait aujourd'hui que la colère, ça provient d'une perception que face à une situation donnée, il y a quelque chose, un cadre, des règles du jeu qui ne nous correspondent pas. Et ça, je vais le comprendre de manière encore plus prononcée lorsque je vais interviewer Paul Pironnet, que vous voyez juste derrière, qui est un monstre de la formation en France, en programmation neurolinguistique, qui a plus de 50 000 heures de formation à son actif. Il va me dire la chose suivante en interview privée. Il va me dire, Dorian, tu sais, tous les grands leaders de ce monde sont animés d'une colère. Martin Luther King, Gandhi, Nelson Mandela. Et il va me dire, plutôt que de dévaloriser le monde avec cette colère, plutôt que de détruire ce qu'il y a autour d'eux, ils se servent de cette colère pour construire un monde qui leur correspond mieux. Et foncièrement, quand je regarde ma vie aujourd'hui, c'est ce que je m'évertue de faire. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais du fait que j'ai été rejeté scolairement par les profs et les conseillers d'orientation. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, je suis en colère contre le système scolaire et c'est la raison pour laquelle je vais intervenir dans les lycées pour donner aux jeunes ce que je n'avais pas à l'époque, de la confiance. Le fait que j'ai manqué de confiance en moi, d'estime de moi, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer une boîte de coaching et de formation pour accompagner les gens là-dedans. Et c'est la raison pour laquelle je prends la parole aujourd'hui pour donner le message que c'est possible d'évoluer. Donc ça, c'est le premier apprentissage que je vais faire. La colère est un super pouvoir. Le deuxième apprentissage que je vais faire, c'est un apprentissage que j'essaye de m'appliquer tous les jours dans ma vie et qui, je pense, peut servir à beaucoup de personnes dans cette salle. En tout cas, toutes les personnes qui souhaitent évoluer. Cet apprentissage, c'est le suivant. C'est l'apprentissage qui dit que le processus est bien plus important que le résultat. Alors, vous voyez tout à l'heure, je vous ai raconté une anecdote sur le rencard, sur ce fameux rencard qui vous a fait sourire et rigoler. Alors, dans la continuité de ce rencard, je vais vous raconter une autre anecdote. Quand j'ai 20 ans, il faut savoir que j'ai 2 gros complexes. Le premier, c'est que j'ai les dents complètement décalées, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Et le deuxième complexe que j'ai, c'est que je suis incapable d'avoir une copine. Et donc, du coup, à l'idée de sortir en boîte,
va venir ce que tous les mecs redoutent, la première sortie en boîte. Alors, il faut savoir une chose, c'est que la première sortie en boîte, pour nous les mecs, c'est vraiment l'occasion de montrer qui tu es. Et montrer qui tu es, en tant que mec, c'est montrer que tu es capable de pécho une nana. Et donc, du coup, forcément, à l'idée d'aller en boîte ce soir-là, je vais me poser la question en boucle, de me dire comment tu vas faire pour pécho. Et donc, en faisant ça, je suis orienté sur quoi? Sur le résultat. Et à force de me répéter cette question sans avoir de réponse, je vais commencer à changer la manière de me poser cette question. Et je vais me dire plutôt, les mecs qui arrivent à faire ça en boîte, qu'est-ce qu'ils ont plus que moi? À part les dents. Et le premier élément de réponse que je vais avoir, c'est que je vais me dire, ces gars-là, ils sont confiants. Et en poussant un peu plus cette réflexion, je vais me poser la question suivante, et je vais me dire, mais si toi, tu étais confiant, ça serait comment? Et alors là, je vais avoir une idée absolument géniale. Je vais me dire, si toi, tu étais confiant, tu irais aller aborder toutes les nanas de la boîte. Le truc, c'est que ce soir-là, je l'ai vraiment fait. Donc, je suis vraiment allé aborder toutes les nanas de la boîte. Et vous savez, le plus fou là-dedans, c'est que ce soir-là, ça a plutôt bien marché. Malgré le fait que j'avais les dents complètement décalées, que j'avais un peu de bide et que j'avais très peu de confiance, ça a marché. J'ai réussi à choper 2 numéros. Alors certes, là, si vous faites le ratio entre le nombre de nanas que je suis allé voir et le nombre de numéros, c'est pas dingue. Mais par contre, c'est toujours mieux que 95% de la boîte ce soir-là. En tout cas, des gars de mon âge. Et en fait, en faisant ça, quelques années plus tard, en étudiant la psychologie, j'ai compris que ce soir-là, j'avais matérialisé un concept de neurosciences sans le savoir. Ce concept-là, c'est le suivant. C'est que face à une situation donnée, on a tous des pensées et des croyances, que ces pensées et ces croyances nous font avoir des émotions, que ces émotions nous font avoir des comportements et que ces comportements nous font générer des résultats. Donc moi, à l'époque, vu que je me sentais pas bien dans ma peau, je me disais quoi? Que franchement, ça ne marcherait pas pour moi. Et donc du coup, je me sentais dans l'incapacité d'y aller, et donc le résultat, c'est que je n'avais pas de copine. Sauf qu'en repensant un petit peu la manière de réfléchir et en me penchant un peu plus sur le processus, j'ai commencé à changer mes comportements. C'est-à-dire que je suis passé du mec qui a complètement peur à l'idée d'aller aborder quelqu'un à je vais toutes les aborder. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en changeant mes comportements, j'ai commencé à changer mes résultats. C'est-à-dire que j'ai obtenu deux numéros. Et ce qui est magnifique, c'est que quand vous commencez à changer vos résultats, vous commencez à planter la graine dans vos pensées et vos croyances que la situation peut être différente la prochaine fois. Et donc moi, je suis passé ce jour-là de « c'est complètement impossible pour toi d'avoir une copine » à « c'est possible d'avoir des numéros et donc potentiellement de pouvoir embrayer ». Donc ça, c'est le deuxième apprentissage que je vais faire, que le processus est plus important que le résultat. Le troisième apprentissage que je vais faire, je pense que, honnêtement, si j'avais un seul message à vous laisser aujourd'hui, ça serait celui-là. C'est pour moi l'apprentissage majeur de toute ma vie. C'est que les difficultés de la veille peuvent devenir nos plus grandes fiertés d'aujourd'hui. Alors vous voyez, depuis tout à l'heure, je vous raconte plusieurs rejets que j'ai pu avoir dans ma vie. Le rejet scolaire, le rejet avec les filles, le rejet un peu sociétal, les moqueries. Mais il y a un rejet dont je ne vous ai pas parlé en fait. C'est le rejet qui, pour moi, aucun enfant ne devrait avoir à vivre dans sa vie. C'est le rejet d'un de ses parents. Alors moi, j'ai vécu le rejet de ma mère, à l'époque, qui s'est matérialisé par de la violence physique, par de la violence psychologique. Et au point même qu'un soir, ma mère, dans un de ces grands moments, comme je les appelle, alors il faut savoir une chose, c'est que ma mère a quand même des excuses pour ne pas être la meilleure des mamans. C'est-à-dire qu'elle a été abandonnée par ses propres parents, elle a perdu un enfant de 4 ans, ce qui pour moi est un des plus gros traumatismes que l'on puisse vivre en tant qu'être humain.
Mais un soir, dans un de ces grands moments comme je les appelle, elle va me dire la chose suivante. Elle va me dire, Dorian, si j'avais le choix, je récupérerais l'enfant que j'ai perdu et je l'échangerais contre toi. Alors certes, pour partir avec de la confiance et de l'estime dans la vie, il y a mieux. Je pourrais vous décrire de 1000 manières ce que j'ai ressenti ce soir-là, mais il y a pour moi une citation qui reflète à merveille ce que j'ai envie de vous dire. C'est une citation d'Elie Wiesel, qui a déclaré pendant un congrès de la paix que nul n'est autant capable de gratitude que celui qui a émergé du royaume des ténèbres. Alors, si je vous dis ça, si cette citation elle me touche autant, c'est pour une bonne raison, c'est parce que le soir dont je vous parle, il a été très difficile pour moi à vivre. Mon royaume des ténèbres, il a tellement été sombre qu'à ce moment-là, j'ai eu des pensées suicidaires. À l'époque, quand j'avais 10 ans, à cette époque, je vivais au 5e étage et je me suis sincèrement demandé si ça valait pas mieux que je me jette par la fenêtre pour en finir avec cette douleur. Alors je ne l'ai pas fait, j'en ai beaucoup voulu à ma mère, j'en ai beaucoup souffert, mais paradoxalement, j'ai une immense gratitude pour ce qu'elle m'a dit ce soir-là, parce que ce soir-là, en fait, elle m'a doté d'une empathie extrême et d'une profonde envie de venir en aide aux autres. Et je crois que pour finir cette conférence, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est de vous délivrer le message suivant. Le message qui dit que tous ici dans cette salle, on a le pouvoir de décider, de faire de nos difficultés et de nos échecs des opportunités non seulement pour nous, mais aussi pour le monde qui nous entoure. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.